Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous nous voici sur le thème du futur des systèmes de recharge. La transition vers le véhicule électrique est actée, évidemment. À partir de 2035, je pense qu'on l'a tous entendu, il ne sera plus autorisé de commercialiser des véhicules légers thermiques. Outre l'impact sur l'industrie automobile, cette transition aura un impact sur l'usager et sur le système électrique qui doit s'adapter pour la recharge de ces véhicules. Alors pour anticiper un développement coordonné des infrastructures de recharge adaptées aux enjeux de demain, un ensemble d'acteurs industriels français se sont réunis en groupement sous le nom de Mobena pour faire avancer ensemble cette nouvelle révolution industrielle qu'est cette mobilité électrique. Ce groupement permet de constituer des positions communes et des référentiels rendus accessibles pour largement promouvoir un déploiement coordonné et des innovations interopérables, améliorant donc notre expérience utilisateur et la gestion de la recharge de nos véhicules électriques. Si nous nous posons encore des questions sur l'évolution de la batterie, son autonomie, son recyclage, l'enjeu crucial reste le ou les systèmes de recharge pour que l'usager de la route puisse adopter sans réserve cette révolution industrielle. Alors pas si simple, avec une nouvelle chaîne d'acteurs qui se met en place, des interconnexions qui en découlent, des échanges de données et des contraintes de cybersécurité. Pas si simple donc de convenir à tous et partout. Qui dit nouvelle technologie pose la question donc des enjeux bien sûr climatiques, mais aussi industriels et bien sûr des bénéfices tant pour la France que pour notre société. Pour répondre à ces enjeux, j'ai le plaisir d'accueillir quelques stars de l'électromobilité de demain et j'appelle tout de suite Didier Deruy. Bonjour. Vous êtes expert de l'écosystème de charge des véhicules électriques chez Renault Ampère. Je vous en prie, prenez place. J'appelle Vincent Abadi, le directeur R&D et développement des produits de IES Énergie, de IES Synergie, société française basée à côté de Montpellier, qui conçoit des produits pour la mobilité électrique depuis plus de 30 ans et qui a mis son premier chargeur pour le véhicule électrique en 2014. Mathieu Aveline va arriver, c'est le manager électromobilité de chez Vinci Énergie. J'accueille ensuite Guillaume Chanvillard, chef de projet mobilité électrique au CIGEF, le syndicat intercommunal pour l'énergie, pour le gaz et l'électricité en Île-de-France. C'est une chance d'ailleurs pour l'Île-de-France, car vous accompagnez les collectivités d'Île-de-France dans l'installation des infrastructures, des bornes de recharge. Et puis j'accueille Alain Roland, le président fondateur de Station I et aussi le président de la commission IRVE de l'association Mobiliance. Et puis enfin Mourad Tigercha, directeur du domaine électrification chez VDCom. Alors, je vous passe un petit micro. Allez, on va le passer tout de suite à Didier Deruy, puisque ma première question va aller pour vous. Par rapport à notre thème d'aujourd'hui, ma première question, c'était depuis 2010, la technologie de la batterie a fortement évolué. Vous dites d'ailleurs que pour recharger son véhicule, la course au kilowatt, c'est fini. Nous nous concentrerons sur l'expérience de la recharge. Donc, ça a besoin d'explications. Parfaitement. Alors, pour expliquer les tendances du futur système de charge, je vais revenir un peu sur l'histoire. Effectivement, quand on a commencé les premiers véhicules électriques, la solution de recharge idéale, ça s'appelait la prise de courant. La prise classique, alors elle avait énormément d'avantages. Elle est disponible partout, facile à installer, universelle, donc utilisable pour autre chose que recharger des véhicules électriques. Pas besoin d'expliquer aux clients comment s'en servir. Et en plus, c'était particulièrement adapté à l'usage des premiers véhicules électriques, puisque quand vous aviez 20 kWh de batterie, une prise capable de faire 2 ou 3 kW, ça vous suffisait largement pour vous recharger pendant la nuit. Effectivement, derrière les premiers véhicules, un des premiers problèmes, c'était l'autonomie. Donc, pour répondre au problème de l'autonomie, on a eu des progrès incroyables sur les batteries, et c'est la course au kilowattheure. La Zoé est arrivée à 40 kWh, je vais dire plus vite que prévu. Elle est aujourd'hui à 50, la Mégane est à 60 chez nous, et la Scénic va être annoncée à un peu plus de 80. Voilà, donc on a vraiment une montée en kilowattheure des batteries qui, derrière, au niveau des infrastructures, entraîne une montée en kilowatts. Il n'y a pas de secret. Pour être capable d'accompagner, être capable de regarder le principe de je suis capable de me recharger pendant la nuit, il faut que je puisse mettre plus de puissance pendant la recharge. Ça a nécessité le passage d'un objet qui s'appelait la prise de charge à une wallbox, qui cette fois-ci est un objet dédié, conçu exclusivement pour la recharge des véhicules électriques, qui intègre toutes les sécurités nécessaires pour cette augmentation de puissance. Avec 7 kW, une voiture, c'est l'objet le plus puissant de la maison. Voilà, pour donner un exemple.
qui est devenu un peu plus complexe, parce que là, il faut expliquer comment ça se marche, plus dur à installer, mais qui est future-proof, parce qu'avec 67 kW, vous avez largement de quoi récupérer beaucoup d'autonomie. Ces wallbox se sont généralisés sur le domaine public, avec le passage entre autres au triphasé. 3 x 7, ça fait 22, donc vous pouvez toujours faire 7, mais vous pouvez aussi faire 22 si votre voiture le supporte. Et pour ceux qui ont encore besoin de faire plus vite, ça a été les infrastructures de charge rapide. Et j'irai entre les premières générations qui faisaient du 50 kW, on est maintenant sur des chargeurs qui font assez souvent 350, 150 voire 350 kW. Ça veut dire juste, mettez-vous une idée, 350 kW, c'est si les batteries le supportaient, c'est moins de 10 minutes pour récupérer 300 km d'autoroute. Ça veut dire que vous vous arrêtez et votre voiture vous informe que la charge est terminée alors que vous êtes encore en train de vous laver les mains ou que le café vient juste d'être tiré au distributeur. Voilà. C'est pour ça que je dis que la course au kilowatt est terminée, puisqu'il n'y a plus de valeur client à aller plus vite. C'est que la voiture vous annonce, vous êtes à peine arrivé dans la station-service, qu'elle vous dit qu'elle a terminé, ça ne vous apportera plus rien. Maintenant, la course, elle est sur d'autres domaines, elle est sur la robustesse, la fiabilité, l'interopérabilité. On en a beaucoup parlé. C'est vraiment l'amélioration pour que cette opération se déroule toujours de manière satisfaisante. Elle est encore sur le domaine économique. Installer une borne de charge, c'est à peu près 1 000 € dans une maison. C'est beaucoup quand vous venez du véhicule thermique, vous n'avez pas à payer la pompe à essence. Voilà. Et pour moi, le levier le plus important, ce qui a à venir, c'est la partie ergonomie. Je vais raisonner tout simplement. Aujourd'hui, on a tendance à dire que pour réussir à charger un véhicule électrique, il vous faut 3 mains. Une main pour manipuler la trappe de charge qui est dans la voiture, avec ses obturateurs et autres. Une main pour manipuler le câble qui a 2 prises qui ne sont pas du même sens. Et une main pour manipuler la borne ou utiliser le badge. Bon, vous êtes comme moi, vous n'avez pas 3 mains, donc c'est un problème. Donc il faut qu'on arrive à passer à 2 mains. Déjà, il y a un certain nombre de progrès. Puis derrière, une main avec des trappes qui s'ouvrent toutes seules, avec probablement des câbles attachés qui nécessitent de revoir certains standards. Voir si j'allais encore plus loin, supprimer la main. C'est des technologies qu'on regarde, on appelle ça le hand-free, donc la charge sans les mains. Vous vous garez et un dispositif qui peut être soit un dispositif robotisé ou automatique vient vous connecter. Vous n'avez aucune opération à faire, voire même potentiellement l'inductif. Voilà. Donc l'avenir de la charge, c'est plus les kilowatts, c'est la robustesse, l'économique et surtout l'ergonomie. Ok, donc on va poser la question. Alors du coup, ça pose la question des bornes de recharge, puisque vous parlez aussi d'induction, donc ça complexifie encore plus le sujet. On va poser la question à Alain Roland. Donc en tant qu'opérateur de station multiservice avec un prix de recharge parmi les plus bas, il faut dire, sans coût pour la collectivité non plus, ça c'est important aussi pour les mairies. Quels sont vos objectifs tant en ville qu'en zone rurale d'ici 5 à 10 ans, puisqu'on a vu tout à l'heure les zones blanches notamment? Alors, je suis évidemment d'accord avec tout ce qui a été dit. Nous, Station E, en regardant ce qui passe sur le marché, il y a environ en France 91 milliards de kilomètres qui sont parcourus sur le territoire par an. Il y en a 25% sur les voies très rapides, des autoroutes, et il y en a 75%, c'est plutôt dans les zones urbaines ou dans les zones rurales. Donc nous, on déploie nos stations plutôt dans les zones qui ne sont pas sur les autoroutes, d'abord parce que des grands concessionnaires qui font ça très bien, avec des charges ultra rapides, et nous, on est plutôt pour la charge de type moyenne, c'est-à-dire on considère, et on a fait beaucoup de sondages sur les utilisateurs, quand on leur dit, quand vous allez faire vos courses ou faire du sport, ou si vous prenez le câble pour aller le brancher sur la voiture, parce qu'il y a encore un câble aujourd'hui, sauf avec Up and Charge qui fait du sans câble bientôt. Donc quand vous prenez votre voiture, est-ce que vous sortez le câble, vous attendez combien de kilomètres en récupération sans y penser? Et en général, ils annoncent tous 100 ou 150 km. Donc on a mis des chargeurs qui correspondent à peu près au temps d'arrêt en fonction de l'occupation sans changer l'habitude du citoyen. Et puis qu'on va lui redonner entre 100 et 150 km. Donc ça donne des chargeurs qui vont entre 24 kg et 50 kg, pour ceux qui voient ce que c'est, en DC. Et puis il y a des chargeurs qui vont plus vite. Et c'est vrai que les chargeurs qui vont comme chez IES, on achète aussi des chargeurs chez IES en 24 kg notamment, c'est qu'ils vont jusqu'à 180 kg. Et c'est vrai que ça commence à être des chargeurs qui vont très vite. Et en fait, qui en quelques minutes, pour reprendre ce que disait Renaud tout à l'heure, enfin Renaud, monsieur de Renaud. Didier de Ruy. Voilà, c'est important. Parlons au nom de Renaud. David, ça va. Didier de Ruy. Et donc, oui. voilà, donc c'est ça. Donc pour nous, d'ici 10 ans, ce qu'on va faire, c'est que, et c'est aussi pour ça qu'on est là aujourd'hui, avec une super équipe chez nous qui avons développé le plug and charge, avec toute l'équipe de VDCom, c'est qu'on considère qu'effectivement, il faut que ce soit ultra simple. Si c'est simple à mettre en œuvre, donc ce sera moins cher et on aura donc des prix de recharge les plus bas. Nous, on a une chance, c'est qu'on met des services à côté, donc ça nous permet d'avoir des charges. En essence, c'est l'équivalent de 70 centimes le litre d'essence, parce qu'il y a beaucoup de gens qui roulent à l'essence. On leur explique qu'un litre d'essence, c'est 2 kWh. Et
Et quand on vend 35 centimes le kilowattheure ou 36 centimes, ça fait à peu près 70 centimes les d'essence. Et là, ils commencent à réfléchir en disant, bah tiens, là, ça commence à m'intéresser. Donc nous, il faut que ce soit pas cher, il faut que ce soit hyper simple avec le zéro main. Et donc, qu'il y ait des opérateurs, comme il y a des syndicats aussi, qui va parler tout à l'heure. Donc, c'est un ensemble d'opérateurs qui vont gérer l'interopérabilité des fournisseurs de chargeurs. Et d'ici 10 ans, on va retrouver, je pense d'ici 10 ans, il y aura à peu près 400 000 points de charge. C'est ce que souhaite le gouvernement. Et ces 400 000 points de charge répondront à des différents types de comportements. Il y a le taxi et puis il y a aussi les gens qui vont faire leurs courses et qui vont finalement se charger sans y penser. Mais là, vous répondez petit trajet quelque part. Bah, même sur l'autoroute, le trajet moyen sur l'autoroute, quand on rentre sur l'autoroute et qu'on sort, c'est 56 km, je crois, ou 57. Peut-être que Vinci pourra y répondre. Mais le trajet d'une voiture, quand elle rentre sur l'autoroute et elle sort, je crois que c'est un peu moins de 60 km. Les gens, ils bossent, ils rentrent, donc ils ne vont pas forcément se charger sur l'autoroute. Mais ce qu'ils font, c'est qu'ils sont chez eux à la maison. Donc là, et quand ceux qui peuvent, je ne sais pas si vous avez vu, mais quand vous êtes la nuit dehors, il y a plein de voitures dehors. Donc tout le monde ne peut pas se charger chez soi. Donc quand ils peuvent, ils se chargent chez eux. Sinon, ça va être pendant qu'ils font une occupation, là, assez rapidement. C'est ce que fait Station E. Et puis, ils vont aussi au travail. Et au travail, on va mettre aussi, je sais pas, dans les parkings, des chargeurs lents parce qu'ils sont là pendant 8 heures et ils rechargent. C'est plutôt une question, on disait, de service. C'est que c'est pas tellement la vitesse de charge qui compte, c'est le nombre de kilomètres que je récupère. Est-ce que c'est suffisant pour que ma voiture continue à rouler et que je m'en occupe pas? Voilà. Justement, ça me fait penser à la question du nombre de kilomètres, du poids de la batterie, parce que ça aussi, c'est dans vos calculs chez Renault. Alors, le poids de la batterie, je dirais oui, on l'intègre. Renault puisque j'ai parlé de la course au kilowattheure, il y a un moment, on a dit on arrête la course au kilowattheure, ça c'est très clair, ça a été annoncé, on ne fera pas de voiture au-delà de 100 kWh pour des raisons d'accessibilité, de compétitivité, du prix, la batterie, vous la payez. Et pour des raisons aussi de sobriété, d'empreinte environnementale. Il est quand même pas légitime d'immobiliser 100 kWh de batterie, alors que très souvent, l'usage est de l'ordre de 80 à 100 km par jour, et que ça ne le justifie pas. Donc on arrêtera la course au kilowattheure, et effectivement, c'est plutôt dans la rapidité de charge et la capacité de ces batteries à supporter des puissances de charge beaucoup plus élevées, et donc des recharges plus rapides que l'on va s'orienter. Mais rappelez-nous, avec combien de kilomètres on fait avec 100 kWh? Avec 100 kWh sur autoroute, à 130, vous êtes à largement plus de 500 km. Je parle sans usage réel. Après, si vous allez dans les homologations, vous êtes à plus de 500 km. Je défie quiconque de faire 500 km sans s'arrêter, faire une pause pipi et tout ce que vous voulez. Bon courage. Ok, merci beaucoup. Alors, même question pour vous, Guillaume Champ-Villard, puisque vous accompagnez les collectivités publiques dans l'installation de bornes. Comment vous voyez déjà l'installation, l'acceptabilité des maires, puisque c'est quand même eux qui sont... Voilà. Et puis ensuite, j'aimerais qu'on parle du contrôle de la qualité des réseaux en Île-de-France et des puissances nécessaires, puisque vous êtes aussi un peu l'organisme régulateur, en quelque part. On a deux casquettes. Principalement, en effet, ici, on déploie un réseau de recharge. On a 1000 points de charge aujourd'hui en fonctionnement en Île-de-France. Et dans les points de charge, on a à peu près 90% de recharge AC, de recharge lente ou douce. J'aime bien aussi ce terme, recharge douce. La recharge de proximité et 10% pour les recharges en DC qui viennent compléter avec des bornes IES, entre autres, mais des bornes un peu plus puissantes aussi, très légèrement plus puissantes. Viennent compléter un peu l'offre de services qu'on peut proposer avec la recharge à côté du domicile, à côté du travail, sur toute la journée, toute la nuit. On est très bien avec du 7 kW. Très très bien, ça se passe très bien, les gens se rechargent une fois dans la semaine, ça convient très bien, et une recharge plutôt servicielle dans laquelle on est plus dans le cœur de ville, où on va chercher les personnes qui restent une demi-heure, une heure, une activité, une course. Et donc là, il faut passer un cap, l'AC ne fonctionne plus, il n'y a plus beaucoup de Zoé proportionnellement sur le marché, il y en a encore, mais il y a plus de concurrence. À bonne ou mauvaise escient, en tout cas, il y a plus de concurrence et les opérateurs ont tous limité leur capacité de transformateur dans les véhicules. Donc, le DC doit vite arriver pour arriver à un service suffisant, en effet. Récupérer moins de 100 km d'autonomie, c'est quand même assez léger. Nous, on observe à peu près 25 000 recharges par mois sur notre réseau. Et les statistiques, alors, les moyennes ne veulent jamais rien dire, mais on observe globalement une recharge moyenne entre 15 et 20 kWh par session de recharge. Donc on oscille doucement autour des 100 km d'autonomie récupérée en moyenne sur notre réseau.
Et donc ça, c'est ma première casquette. Je vais changer, je vais prendre celle de mes collègues, qui est, on est un syndicat d'énergie. On existe depuis peut-être plus longtemps que tous ceux d'entre vous, peut-être pas Renaud, mais en tout cas depuis 120 ans on existe. On a été créé à 120 ans à l'origine des communes qui nous ont délégué une compétence, qui était le contrôle et concession des distributions d'énergie de gaz. Alors, le gaz ici n'a pas de très bonne presse en mobilité, c'est dommage. Mais en électricité, c'est un peu plus récent, on est beaucoup plus jeune. On a 30 ans en distribution d'électricité. Depuis 30 ans, on travaille avec Enedis, qui est notre concédant, qui a qui a un monopole de fait, mais en tout cas, on travaille avec eux pour s'assurer de la qualité de service qui est fournie aux usagers. Et on voit évidemment là, les enjeux de mobilité électrique, c'est des enjeux de réseau, hein, on l'a vu, les enjeux de pilotage. Et ce qu'on observe, ce qui est invisible, parce qu'on a l'électricité, tout se passe bien. Quand vous êtes dans d'autres lieux en France, vous pouvez avoir des coupures d'électricité, ce n'est pas très agréable. En moyenne, on suit, nous, ces critères-là, qui sont des critères de performance très importants, qui mixent évidemment les nouveaux besoins qui arrivent, la mobilité électrique, mais également tout le réseau à entretenir. Et c'est là où c'est important, parce que les équipes ne sont pas forcément démultipliables. Et donc on a observé par exemple un temps moyen de coupure, qui est pour nous un indicateur, un critère B dans notre jargon, qui est passé en 2012, qui était à peu près à 33 minutes. Donc en moyenne, en Ile-de-France, sur notre réseau, une personne, un usager, était coupé 33 minutes par an. Il est passé à 44 minutes en 2022. Donc on a dégradé le service global. Et évidemment, nous, on est très attentifs à ça. Régulièrement, on va signer d'ailleurs lundi ce qu'on appelle nous la PPI, donc la programmation plurielle d'investissement d'Enedis 2024-2027. Et on reste très attentif à ce que tous nouveaux besoins soient couverts. Et ça, c'est des besoins de très forte puissance. Hein. Très forte puissance. Pour vous donner un ordre d'idée, quand même, un branchement en tarif bleu, un 36 kW, et encore, c'est un petit branchement. On peut être ridicule par rapport à d'autres. 36 kW, c'est rapidement 5 logements en électricité. Il y a un coefficient de foisonnement qui est fait par Enedis. Donc, quand on parle de puissance de mégawatts, on parle de centaines de logements et donc de milliers de personnes. Donc il y a quand même des notions à avoir quand on est dans un cœur de ville, à se dire, tiens, je vais mettre une borne ici, non, le réseau n'est pas disponible, pourquoi ? Il y a un peu de physique derrière quand même, et il est toujours bon de le rappeler. Et donc voilà, on reste attentif à ce que Enedis investisse sur le réseau, les nouveaux besoins, mais également le réseau existant et l'entretienne. Et par rapport aux villes, comment ça se passe ? Parce qu'il faut que la mairie vous donne des espaces. Alors nous, on travaille en confiance, on va dire, avec les mairies. On a dans notre comité de décision, on a un représentant de chacune des villes. Donc chaque ville a une voix de décision lors de nos comités. Ils nous transfèrent une compétence, en fait, parce que c'est la compétence déploiement de réseau de recharge est une compétence logiquement communale. Elle peut être mise à disposition, le terrain à un opérateur privé qui peut déployer un service de recharge, mais si la ville souhaite un service public, elle passe souvent par un transfert de compétences. Et dans notre cas, on a 102 communes aujourd'hui d'Île-de-France qui nous ont transféré cette compétence, donc qui, elles, auraient pu elles-mêmes déployer un réseau de recharge, qui ont très bien vu que l'intérêt d'un réseau local est plus trop d'actualité. Hein. Les gens ne restent pas dans une ville enfermée à bouger, même si c'est une ville comme Boulogne-Billancourt, par exemple. Bon, ils naviguent quand même assez facilement d'une ville à l'autre, donc ils ont quand même vu l'intérêt d'une mutualisation, et c'est notre force, hein, ce qu'on essaie de faire, nous, syndicats. On a été créé pour ça, de toute façon, pour mutualiser les choses. Et donc, on regroupe une centaine de villes, on couvre à peu près 2,5 millions d'habitants. Donc, on a un potentiel assez important de clients, tout en faisant la place quand même aux opérateurs privés qui ont un service, qui sont nationaux, qui font des recharges rapides, qui font la recharge servicielle avec d'autres services de stockage que nous, on ne se destine pas à faire. On vient, en tout cas, on essaie de compléter ce maillage qui est fait par le privé, et on a essayé de l'anticiper par un exercice qui est extrêmement compliqué. Qu'à peu près tous les syndicats en France ou EPCI ont essayé de faire, c'est un schéma directeur des IRVE. C'est un grand nom pour, en tout cas, être un lieu d'échange entre des entités publiques qui étaient souvent en charge de la compétence de déploiement d'un réseau public localement, avec des acteurs privés. Mais ça, je veux bien qu'on en reparle un petit peu plus tard, parce que je voudrais d'abord qu'on demande
à Vincent Abadi. Donc, en tant que constructeur de bornes, parmi les premiers finalement, quelle est votre analyse, vous, du futur de la recharge? Alors, il y a beaucoup d'opportunités et de défis devant nous. Alors, le premier, c'est on est face à une grosse démocratisation du véhicule électrique. Pendant longtemps, c'était un marché de niche et de geeks, en fait, un petit peu. Donc maintenant, il faut avoir quand même des bornes qui soient faciles d'utilisation pour monsieur tout le monde. Et donc avec des terminaux de paiement classiques et le plug and charge. C'est quand même une grosse évolution de facilité d'usage. Ce sera même plus facile de se charger avec un véhicule électrique demain qu'avec une pompe à essence. Et donc c'est pour ça qu'on s'est nous inscrit assez rapidement dans le projet Mobena, parce qu'on trouve que ça fait sens de travailler là-dessus. Ensuite, il y a un autre défi important, et je pense que je ne serai pas contredit par mes voisins de droite, c'est qu'il faut améliorer grandement la disponibilité des bornes, donc la fiabilité et du réseau, et de fournir en fait des bornes qui soient le plus opérationnelles possible, le plus longtemps, avec à la fois donc des bornes plus fiables, de la redondance qui peut fonctionner. On en a parlé ce matin. Lorsque le réseau est déconnecté, il y a un problème de réseau GSM, il faut que la borne puisse continuer à fonctionner. Et il faut aussi également avoir des bornes qui soient le plus faciles à maintenir et à diagnostiquer et à réparer. Parce que demain, on va être face à on est déjà aujourd'hui devant un problème qui est qu'il est difficile de trouver des techniciens opérateurs sur le terrain qui sont en capacité de comprendre ce qu'il y a à faire sur une borne. Il est très difficile de les former, il y a beaucoup de fabricants. Et donc nous, on croit vraiment qu'il faut avoir quelque chose qui soit ultra simple à maintenir, parce que sinon, il y aurait un vrai défi en fait, pour trouver des bras en fait, pour faire ces opérations-là sur le terrain qui seront clés demain pour avoir un réseau de qualité et réduire les coûts d'opération pour les opérateurs qui veulent fournir ce service de qualité à leurs clients. Et c'est le point d'après, c'est qu'aujourd'hui, on l'a aussi évoqué tout à l'heure, il y a très peu de réseaux qui sont rentables, du fait de ces coûts d'opération qui sont assez importants, mais aussi du fait qu'on a quand même pour le moment une phase de déploiement qui est pas forcément toujours adaptée au parc que l'on a de véhicules. On n'a pas assez de véhicules par rapport aux bornes installées. Et on a aussi aujourd'hui une tendance à avoir des bornes installées de très très forte puissance, un peu partout, parce que c'est facile à comprendre et c'est très visible, mais ce n'est pas forcément l'investissement le plus juste investissement à faire en termes pour répondre vraiment au cas d'usage. Donc on a des sociétés qui font appel à nous avec des bornes un peu plus raisonnables. Et c'est une empreinte carbone inférieure et c'est aussi un coût global qui est quand même plus faible. Avec aussi la massification des véhicules électriques classiques pour des voitures, il va arriver une diversification importante. On va avoir les camions électriques, les bus électriques, c'est déjà le cas, voire des projets de trains électriques. Donc là, on va arriver en fait aussi pour nous en tant que fabricant de bornes à avoir à fournir d'autres types de bornes. Alors là, on va avoir des bornes MCS, donc mégawatt charging, pour vraiment charger très très rapidement des camions en itinérance. Il y aura un gros sujet d'infrastructure au niveau de corridors pour les longs courriers. Je pense que pour les camions, ça va démarrer par des petits trajets autour du périurbain. Donc là, ça va permettre de déployer la masse. Mais le jour où on voudra faire des camions électriques qui vont traverser l'Europe, ça va être un gros défi d'infrastructure au niveau des autoroutes. Donc avec tout ça, en fait, ça fait quand même, in fine, on aura des batteries roulantes, beaucoup de batteries. Et en parallèle de ça, il y a tout l'aspect énergie renouvelable, le solaire, l'éolien, qui a un problème qui est l'intermittence. Et donc très certainement, au-delà d'être un problème ponctuel, le véhicule électrique sera aussi une source de solution pour le mix énergétique, au sens où pourra être utilisé pour lisser stocker l'énergie quand elle était disponible. Donc quand de jour en fait qu'il y a du soleil, l'énergie sera stockée dans les véhicules. Et lorsqu'il y aura une tension sur le réseau, on pourra imaginer qu'il y a une partie des véhicules qui est quand même pas en train de rouler. Les voitures passent 90% de leur temps stationnées. Et donc une partie de ces véhicules pourront réinjecter l'énergie stockée dans la batterie sur le réseau. Et donc on aura par ce biais-là une manière de gérer un petit peu le réseau énergétique. Bon, ça c'est une vision plutôt à 2035, hein, ça n'est pas. Mais bon, c'est des travaux qu'il faut faire dès maintenant, parce qu'on voit que c'est assez long les standardisations. Si on veut être d'accord comment on va travailler demain en 2030-2035 sur ces sujets-là, il faut commencer à s'y prendre dès maintenant. Donc ça veut dire que le futur, c'est un système unique, standardisé, j'allais dire, et puis un système réversible, c'est ça que vous dites? Il y aura des systèmes réversibles. Ce ne sera pas la majorité des usages, hein, mais ça sera dans certains cas nécessaire.
Moi, je viens du monde du télécom. Il y a eu, il y Alain a Roland. quelques années, on a parlé, vous savez, on met des antennes pour le téléphone, et puis il y a ce qu'on appelle les small cells. Ils ont dit, puisqu'il faut continuer à être au plus proche de l'utilisateur, on va mettre des antennes plus petites, donc on va les mettre un peu partout. Et ça fait 10 ans qu'il y a un serpent de mer qui circule. Ils se sont dit, on mettra plein de petites antennes et tout ça, ça va être géré par un réseau, ça va être magnifique. Moi, personnellement, justement, le moment où on arrivera à gérer toutes les voitures partout et qui vont mettre de l'énergie dans le réseau, ça commencera peut-être par des grands ensembles où il y a des grandes sociétés qui auront un parc entier, qui négocieront avec, par exemple, les véhicules de chez Renault, par exemple, qui seront stockés chez EDF et puis qui diront, bah, tiens, ce parc-là, on a une grosse batterie disponible et on le fera. Mais gérer toutes les voitures, tout le monde partout, je ne sais pas ce qu'en pense le syndicat, mais à mon avis, ou alors il va passer au Xanax. Et donc ça va être... Merci en tout cas. Vincent Abadie. Oui, juste pour conclure ensuite. Par contre, ce qu'on peut voir aussi, qu'on peut ne pas anticiper aujourd'hui, enfin, il y a des travaux en fait au niveau de la cybersécurité dans le plug and charge pour des raisons plutôt de paiement, mais c'est que demain en fait le réseau sera assez massif, avec un gros impact sur le réseau électrique, un gros impact sur la logistique des États, et donc in fine, le réseau de recharge, l'infrastructure de recharge sera une infrastructure assez critique. Et donc se posera la question de la souveraineté de cette infrastructure, de la cybersécurité de cette infrastructure. On a déjà beaucoup de défis en tant que fabricant pour arriver à faire un produit qui marche. Donc la cybersécurité, c'est une contrainte en plus, mais on investit dedans. C'est vraiment un défi, mais il faut être prêt parce que demain, ça sera vraiment quelque chose de critique pour un État d'avoir un système qui n'est pas piratable par n'importe qui, par n'importe quel État ennemi. C'est pour ça que vous parliez de mix énergétique. Enfin, vous parliez tout à l'heure de mix énergétique d'une part. Premier problème à résoudre et deuxième problème, la cybersécurité. La cybersécurité sera un thème qui va être grandissant. Voilà. Et c'est pour ça, on a tous ces sujets-là, que ce soit le mix énergétique, le smart charging et la cybersécurité, font que nous, IES va continuer à travailler sur le projet Mobena, la deuxième vague. Voilà. En parlant d'IES, parce qu'on travaille avec eux, le QR code, c'est le premier truc pour hacker de l'argent à n'importe qui. Il y a un autocollant. Donc quelqu'un vient coller un autre autocollant. Donc j'arrive, je me charge. On me demande 20 €, ça ne marche pas. Donc j'appelle le service. Recommencer pour voir. Mais en fait, ça part je ne sais où. Donc nous, ce qu'on a fait avec IES, c'est qu'on a intégré le QR code dans l'écran du chargeur. Donc là, on est certain que personne ne va pouvoir le hacker. Surtout avec la FIR, là, avec les QR codes uniques qui vont exister. C'est hyper important que des sociétés comme IES ou toutes les autres travaillent sur ces technologies qui permettent effectivement de ne pas aller se faire hacker avant même de hacker un réseau. Je reviendrai sur le paiement tout à l'heure parce que je veux que Didier Duruy réponde. Mais d'abord, je voudrais que Mathieu Aveline, qui lui installe aussi des bornes, nous donne sa vision de l'idéal, j'allais dire. De l'idéal. En tant qu'opérateur, vous qui installez partout et en tout type de lieu, ville, ruralité, autoroute, comment vous voyez, ou quel verrou plutôt, à faire sauter ? Parce qu'on parle de l'adoption notamment du véhicule électrique au sens large. Et on en parlait, Vincent en parlait, je pense que on va dire l'élément crucial, c'est la fiabilité de toute la chaîne, du matériel au début, la sécurité aussi, c'est important. Pour que les gens aient confiance, parce qu'aujourd'hui on a un problème, les gens n'ont pas forcément confiance dans le véhicule électrique. Et donc il faut augmenter ce niveau de confiance-là pour transformer. Ce qu'il faut se rendre compte aussi, c'est qu'il y a une transformation importante des usages à venir aussi. C'est-à-dire qu'on ne fait plus le plein de sa voiture comme on faisait le plein avec une thermique. Aujourd'hui, j'ai repris quelques chiffres, parce qu'on parle aussi beaucoup de bornes publiques. On est à 110 000 points de charge publics en France. On est à 900 000 bornes chez les particuliers et 650 000 chez les entreprises privées. C'est les chiffres Enedis, c'est les Open Data Enedis. On voit qu'on a, si je prends les entreprises privées et les particuliers, 15 fois plus de bornes, de points de charge installés que sur le public. Et la majorité de la recharge sera privée. Et ça, c'est super important parce que ça veut dire que l'usage va se transformer. On ne va plus faire le plein à la station. La majorité des pleins se fera dans le sein de son domicile, de sa résidence ou de son entreprise. Et les chiffres à 2030 se le disent à peu près. Alors il n'y aura peut-être pas x15, mais il y aura un rapport qui sera à peu près le même. Néanmoins, les bornes publiques, et nous en tant qu'opérateurs, on opère aussi beaucoup de bornes publiques, ils ont un enjeu important parce qu'ils sont aussi précurseurs
notamment dans cette histoire de confiance, les gens vont plus passer à la mobilité électrique s'ils savent qu'il y a des bornes à côté disponibles, même s'ils pourront très bien installer une borne chez eux. Et donc ça, c'est super important dans le sens où le pouvoir public, mais aussi les opérateurs privés qui installent, vont générer plus d'usages et plus de transformations dans ces véhicules électriques. Sur ces bornes publiques, il y a des déploiements sur autoroute, on en a parlé. Alors, juste petite remarque, c'est quand on sort avec son véhicule thermique et qu'on s'est lavé les mains, en général, il y a déjà 2 à 3 véhicules dans les gros départs en vacances qui ont fait le plein sur le même pistolet. Et ça, c'est un enjeu majeur, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, Vinci Autoroute, quand ils dimensionnent par rapport aux grands départs en vacances, et c'est là qu'ils ont un problème. Et c'est là qu'ils ont un vrai problème, parce que c'est là où il y aura besoin d'autonomie. Donc ils sont en train de plancher, Stéphane nous en a parlé. Il y a un plan B, hein, c'est de passer de 3 zones de vacances à 30. Pour lisser un peu, mais voilà. Oui, et encore, là, vous ne prenez que des chiffres franco-français, mais Oui. si les étrangers qui viennent passer des vacances en France, est-ce qu'on les prend en compte dans les analyses? Ah bah ça, ils les prennent parce qu'ils ont les chiffres de trafic, donc ils savent très bien, mais les engorgements, c'est en fait, d'ailleurs, ils dimensionnent par rapport à ces engorgements-là. Et c'est ça qu'il faut avoir en tête, et le casse-tête, il est là principalement sur les autoroutes. Après, la borne publique, elle n'est pas que sur autoroute, elle est aussi dans les territoires. Et nous, notamment, en tant qu'opérateurs, on gère aussi beaucoup on va dire, de bornes un peu perdues, qui sont des bornes dans des endroits de maillage du territoire, dans des endroits où il n'y a pas forcément beaucoup d'immatriculation de véhicules électriques. Néanmoins, ça reste des bornes importantes parce que c'est des bornes qui sont, lorsqu'elles sont utilisées, en général, un des seuls moyens de charge des utilisateurs. Et donc, la fiabilité du réseau, elle ne doit pas être que sur des bornes dans des endroits privés, sur des parkings de Carrefour, de Leclerc, etc., mais aussi dans des zones où c'est moins intéressant, où il y a moins de passages, mais où la fiabilité de l'infrastructure est importante, notamment pour transformer les usages aussi dans les zones périurbaines, voire rurales. Et je passe aux bornes privées, dont je parlais que c'était... Voilà, la massification passera par la gestion des bornes privées, la qualité aussi de ces bornes-là. C'est pas parce que c'est pas des grosses bornes d'essai qui rechargent à 300 kW qu'il faut qu'elles soient moins fiables. Je pense qu'une borne, d'ailleurs, va de plus en plus être aussi importante dans une maison qu'un frigo ou qu'une chaudière, peut-être. Elles sont garanties? Est-ce qu'elles sont Pas garanties? suffisamment longtemps. Mais non, mais ça veut dire qu'un jour, si on a une borne chez soi, elle va devenir assez cruciale et que lorsqu'elle ne marche pas, il faut soit la remplacer vite, soit un contrat de maintenance, etc. D'ailleurs, disons pas ça, nous, Vinci Énergie, on n'installe pas de bornes chez les particuliers, c'est pas notre modèle. On fait beaucoup d'entreprises maintenant, mais pas trop chez les particuliers. Et on en reviendra plus parce qu'on parlera d'innovation peut-être, mais un des points importants qu'on a dans les entreprises privées ou dans les zones résidentielles, ce sera le fait que faire intervenir un véhicule électrique, ça percute quand même l'équilibre énergétique. Et ça peut le percuter de façon très importante. Et là, il y a un vrai sujet. Là, c'est un vrai sujet de toute façon. Et c'est bien ça aussi l'engagement du gouvernement. Pourquoi est-ce qu'on réactive le déploiement des centrales nucléaires? C'est pour justement produire plus d'électricité, logiquement. Oui, mais il y a le niveau global, c'est produire suffisamment d'électricité pour... j'ai plus les chiffres d'RTE, si quelqu'un les a, pour savoir l'électrification globale de la flotte, combien ça représente en consommation en plus, mais je crois que c'est de l'ordre de 10-15%. Ouais, c'est ça. Bon, on a 60 réacteurs nucléaires, 10%, ça veut dire en faire en 6 supplémentaires. Ça n'a pas l'air d'être une mince affaire non plus, mais bon. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres... Mais non, mais ça veut dire qu'au niveau national, le sujet, c'est un sujet, néanmoins, c'est 10%. Par contre, au niveau local, quand vous installez une borne ou dans une entreprise, que vous installez plusieurs bornes, et que vous avez un contrat à tarif bleu, et que si tout le monde vient se recharger le matin, etc., là, vous avez un problème. Et au niveau local, vous avez un problème, je pense, qui doit être traité via des innovations, via des transformations d'usage aussi, mais... De toute façon, pour le particulier, avec Linkit, dès qu'on consomme de trop, boum, ça saute. Bah, voilà, mais si vous voulez que ça saute... Donc on a c'est une résolution de problème, en tout, c'est vrai, mais...
Est-ce qu'il y a d'autres verrous pour vous à faire sauter? Bon, c'est déjà pas mal, hein, ce que vous venez de citer. Bah là, je pense que c'est déjà pas mal. Si on fait ça, déjà, c'est bien. Alors moi, je vois aussi d'autres soucis. C'est, enfin, second levier, on va dire, pour l'acceptabilité pour le futur. C'est d'ailleurs, Didier Duruy, ce que vous appelez, vous, la smartisation. D'ailleurs, il faudrait que vous l'expliquiez. L'alliance de la connectivité, du software, de la data. Tout à fait. Avec le véhicule électrique, la révolution, elle n'est pas que technologique. Il n'y a pas que le changement il n'y a pas que les batteries et les moteurs électriques. Il y en a une deuxième qui est effectivement l'arrivée de ce type d'objet, la connectivité ou la smartisation. Je vous expliquerai après. Pourquoi? Ça a commencé par un besoin très simple. Hein. Quand vous êtes avec un véhicule thermique, que vous faites le plein, vous restez devant la pompe à essence du début à la fin. C'est vous qui êtes humainement connecté à la pompe. Vous n'avez pas besoin de téléphone. D'ailleurs, vous n'avez pas le droit de l'utiliser pendant cette période-là. Voilà. Quand vous êtes sur un véhicule électrique, vous le branchez en rentrant chez vous, puis vous espérez, vous regardez si la charge démarre, et puis si vous êtes tout débutant, vous êtes un peu inquiet de se dire comment ça va se passer, et ainsi de suite. Ben, l'objet pour vous rassurer, c'est ce que j'appelle la charge connectée, c'est celui-là, parce que vous pouvez vous connecter à votre voiture, elle vous dira que la charge est en train de se passer, quelle autonomie vous avez, et elle vous alertera s'il devait se passer le moindre problème. Voilà. Ça peut paraître anecdotique, hein, quand on a déployé les services connectés, quand on a mis des applications type MyRenault, les utilisateurs de véhicules électriques, ils étaient 9 sur 10 à utiliser l'application régulièrement. Les utilisateurs de véhicules thermiques, puisqu'on a déployé en même temps, ils étaient moins de 1 sur 10. Voilà. Et ça, c'est pas fini. Les accès de digitalisation pour aider les clients, pour améliorer l'expérience utilisateur, ça continue. La deuxième chose, effectivement, les bornes de charge sont, à part sur les stations d'autoroute, plus dans des stations-service. Donc il faut les trouver. Où sont-elles? Et donc là, c'est tous les aspects de navigation qu'on a dû revoir pour intégrer où sont les bornes, est-ce qu'elles sont disponibles, est-ce qu'elles sont en état de fonctionnement et tout ce type de service. Jusqu'à faire ce qu'on appelle des electric route planners, c'est-à-dire des systèmes où vous dites je veux aller à Marseille, et on veut calculer en temps réel où vous devez vous arrêter, combien de temps, le temps de trajet, et en fonction du déroulement du trafic, mettre à jour votre programme. Ça va jusqu'au paiement. Alors j'ai bien aimé une démarche de ce matin, le paiement plug and charge, une opération simple et sécure, mais particulièrement complexe et délicate à opérer et à mettre en œuvre derrière. Pour tous ceux qui ont suivi les discussions de ce matin, je pense que c'est clair. Là, on a vu pour vous, fabricants, pour les fabricants, j'allais dire, c'est ça que vous voulez dire, c'est compliqué à mettre en œuvre. Oui, ça nécessite l'interaction entre beaucoup d'acteurs, ça nécessite de la cybersécurité parce que c'est du paiement, ça nécessite des échanges de data, des protocoles. Une opération qui a l'air simple en cache en fait un grand degré de complexité, je dirais, dans la mise en œuvre. Là, j'ai parlé de tous les services liés à l'itinérance. Il y a beaucoup d'autres services liés tout simplement à la recharge au domicile. Ça a été cité aussi. En fait, un véhicule électrique, hein, quand vous le garez pendant la nuit, la plupart du temps, vous avez besoin entre 2 à 3 heures de charge avec 7 kW et vous avez toute la nuit disponible. Donc vous avez tous les services liés, vous pouvez décaler la charge et vous avez tous les services qu'on appelle Smart Charge en général, qui vont permettre de caler la recharge selon votre tarification d'électricité. Si vous avez des heures creuses, on va charger aux heures creuses. Si vous avez des tarifs plus compliqués, j'en sais rien, dynamiques ou du tempo, on va pouvoir aussi adapter les périodes de recharge en fonction de ces indications tarifaires. On peut s'indexer sur du photovoltaïque et on peut imaginer tout un ensemble d'autres domaines. Et puis troisième domaine, qui est encore plus innovant en termes de prestations, c'est l'arrivée de la réversibilité. Alors la réversibilité, c'est pas 2028, c'est pas 2035, c'est l'année prochaine. Voilà, avec la Renault 5. La Renault 5 sera le premier véhicule à proposer de manière native un chargeur réversible et tous les services qui vont avec, c'est-à-dire la borne et les opérateurs de services capables d'exploiter cette fonctionnalité de réinjection d'énergie, soit pour l'usage de la maison, soit pour l'usage des réseaux, et d'aller chercher des nouvelles sources de revenus, c'est-à-dire qu'on ne fait pas simplement des économies, vous allez aussi chercher des revenus additionnels par ce biais-là. Voilà. C'est toute la révolution, je dirais, de la smartisation, c'est-à-dire tous les objets sont connectés, ils passent par un cloud, ils ont tous une jolie application pour les piloter, mais ce n'est pas fini, parce qu'ils sont tous connectés aujourd'hui de manière individuelle. Et donc si on raisonne dans le futur, la prochaine étape, c'est de faire que ces objets connectés à Internet deviennent des objets interconnectés. Je vais le dire toute bête, aujourd'hui une smart voiture électrique ne discute pas avec une smart borne de charge, qui ne discute pas avec un smart metteur, qui ne discute pas avec un SARS panneau photovoltaïque, onduleur photovoltaïque. C'est tous des objets connectés, ils sont tous situés au même endroit, ils ne se parlent pas entre eux. Et là, il y a un énorme vivier de services et de prestations, simplement en mettant en commun les données, en utilisant les protocoles, en développant les services. Et il y a énormément de travaux à faire sur la standardisation des services pour que justement ça devienne possible. La deuxième petite révolution, si tous ces objets sont interconnectés, ils collectent des données, ils les répartissent, ils les partagent. Là, on tombe sur les domaines assez classiques. On va parler d'intelligence artificielle, d'utilisation massive de data, qui permettent en fait de personnaliser, d'adapter le service et d'optimiser vraiment cas par cas, utilisateur par utilisateur, pour offrir les services optimisés.
Pour accompagner tous ces challenges, côté Ampère, on a toute une entité, c'est notre deuxième pied, je dirais, après les technologies du véhicule électrique, qu'on appelle le Software Defined Vehicle, donc des véhicules que l'on va concevoir pour qu'ils puissent intégrer tous ces usages. Et ben, je pense que pour l'infrastructure de charge, il faut faire la même chose, il faut qu'on arrive à définir la Software Defined Infrastructure qui sera capable d'accueillir tous ces services connectés. Alors, je fais peut-être bête ma question, mais tout à l'heure, vous avez parlé donc du particulier. Revenons donc au particulier, pour commencer. Donc, est-ce que c'est l'appli proposée par Renault Ampère qui nous permet de tout gérer, de décaler l'heure de charge et tout ça, ou il va falloir qu'avec Enedis ou les fournisseurs d'énergie que chacun a à son domicile, on règle tous ces problèmes, ou bien est-ce que c'est vous, grâce à l'appli dont vous parlez ? Alors, sur les applications, il y a toujours un qui est en face du client. Donc, en tant que représentant de Renault, je vais vous dire oui, notre but est que ce soit Renault qui reste en contact avec le client. Et après, c'est plus effectivement dans les écosystèmes et la complexité que nous, on va intégrer les informations ou les contraintes de partenaires type Enedis, de partenaires type des fournisseurs d'énergie & pour optimiser dans l'intérêt du client. Mais voilà, il y aura une guerre de enfin, comme vous avez sur vos applications de téléphone portable, il y aura une guerre de qui est l'application que vous utilisez la plus fréquente. Évidemment, notre objectif est que ce soit plutôt la nôtre. Alors, enfin, peut-être qu'il y a d'autres questions, je ne sais pas, non ? Oui, Alain Roland ? On pourrait peut-être demander tous réfléchir à... L'énergie, c'est des flux. Je n'ai pas dit de bêtises jusque-là. Et des flux, ça intéresse les banques. Des flux d'énergie, c'est comme des flux de tomates ou de n'importe quoi. On vend ça. Donc les voitures vont avoir des flux d'énergie, donc de l'argent. Donc c'est des banques qui vont s'intéresser au sujet à la fin parce qu'elles vont être intéressées pour toute cette partie paiement. Et donc ce qu'on pense, et on verra peut-être sur Mobilian, c'est qu'on achètera ou on louera une voiture avec des kilomètres comme on a un téléphone avec des gigas. Donc il n'y aura plus cette question de prix. Elle viendra du constructeur qui, lui, négociera, on pense, avec les opérateurs qui auront des réseaux. Je prends un exemple, il y a le réseau de CIGEF, il y aura le réseau de Station E, il y a le réseau de Tartampion. Et en fait, les constructeurs fourniront une voiture en disant « vous inquiétez pas, il y a 20 000 km avec ». Alors la LOA, le machin, combien ça coûte, les pneus, tout ça. Et en fait, on va se retrouver derrière avec des flux. Et donc derrière, c'est des banques qui vont gérer les flux. Déjà pour la sécurisation. Et donc derrière le plug and charge, vous verrez, il y aura la caisse d'épargne, Crédit Agricole. Crédit Agricole, d'ailleurs, se met à vendre de l'énergie. Donc vous voyez bien que les banques vont arriver derrière. Et donc d'ici 5 ans, ça va complètement transformer le marché. On ne parlera plus du combien tu payes ton litre, etc., enfin ton litre d'électricité, pardon. Et ça n'existera plus. Et donc c'est vrai que ça reviendra sur le pilotage. Et après, est-ce que c'est les constructeurs qui piloteront ou est-ce que ce sera d'autres services comme on voit dans le télécom aujourd'hui ? Alors j'ai une autre question qui va être sans doute bête. C'est sur le plug and charge. Vous avez parlé de l'opération de paiement, Didier Duruy, tout à l'heure. Pourquoi on ne peut pas payer tout simplement avec sa carte bleue, ce qui efface le coût du QR code piqué par quelqu'un d'autre, donc le hacking finalement ? Alors, on peut, et on va pouvoir de plus en plus. C'est d'ailleurs imposé par la loi pour un certain nombre d'infrastructures. Par contre, on l'a décrit, il y aura une guerre que j'appellerais d'expérience utilisateur entre le fait, effectivement, de simplement se brancher et d'avoir des moyens de paiement embarqués dans la voiture qui vont faire l'équivalent, et le fait de devoir se brancher, sortir sa carte. Il y aura, là, les deux systèmes vont cohabiter, et à nous de faire en sorte que les solutions type plug and charge soient aussi faciles d'usage, voire apportent des services complémentaires que ne peut pas faire une opération par carte bleue. Mais je dirais c'est un choix des utilisateurs. Certains utilisateurs préféreront continuer à payer par carte bleue. Je dirais on n'est pas défenseur de la solution unique, on est défenseur du fait que tous les clients trouvent la solution la plus adéquate et la plus adaptée pour leurs usages, leurs pratiques et leur domaine. Alors là aussi, pour vous, Mathieu Aveline, ça vous demande... Alors on va laisser parler Guillaume Chanvillard. Juste sur les TPE, c'est vrai que c'est un sujet qui n'est pas très simple. On sent en plus derrière un lobby très fort du secteur bancaire qui peut être extrêmement puissant. Qui ne résout pas tous les problèmes. Le TPE, il a habituellement sa propre communication, il a ses propres limites, il a ses mises à jour, c'est deux logiciels différents qui communiquent. Il ne résout pas tout. Le TPE, il peut être très bien de la recharge à l'acte, mais en effet, sortir une carte bleue en plus de son câble, ce n'est pas forcément une solution. Le plug and charge permet en plus de pouvoir sécuriser l'ensemble de l'acte de la charge et pas seulement le paiement en tant que tel. Donc il permet quand même plus de choses. Et voilà, nous, on est extrêmement frileux sur les TPE. Sur la recharge rapide, en effet, l'AFIR a traité le sujet. Il faut qu'il y ait un TPE, et très bien, parce qu'en effet, c'est des recharges plutôt de transit. Mais la recharge locale, le TPE, si on a le plug and charge qui arrive, le problème est pratiquement résolu pour nous à moyen terme. Mathieu Aveline, vous êtes d'accord avec cette innovation du plug and charge ?
Sur l'innovation du plug and charge, oui. Alors par rapport au TPE, pareil. Enfin nous, on milite pour l'interopérabilité et donc le fait de pouvoir payer par différents moyens de paiement. On a parlé des QR codes. Effectivement, je pense qu'un jour les QR codes n'existeront plus parce que même s'il est dans l'écran, ça n'empêche personne de venir coller un petit QR code en disant je viens de te flasher là et de se faire avoir. Il y a des arnaques au QR code tous les jours, donc et pas que dans la borne de recharge. Donc le TPE, c'est un bon moyen de justement proposer un paiement à l'acte plus fiable. Et le plug and charge, il offre les deux intérêts, à savoir la fiabilité et la sécurité du paiement et la facilité d'usage. Et dans un monde aujourd'hui, alors d'électromobilité, on peut se poser la question stratégiquement mais on le voit, je pense aussi que c'est le cas pour le CGIF, mais la majorité aujourd'hui des recharges sont faites via des abonnements. Donc on a pris un abonnement auprès d'un opérateur, on a une carte de recharge ou une application, et on accède aux bornes via ces abonnements-là. C'est le cas aujourd'hui, ça sera peut-être toujours le cas demain, et peut-être même s'il y a des TPE sur les bornes, les gens continueront de prendre des abonnements, parce que le marché a été construit comme ça. Et c'est possible que du coup ça appelle un certain nombre d'innovations sur le sujet de la mobilité, etc., qui vont faire en sorte que ces cartes et ces opérateurs de mobilité vont continuer à exister. Et un vrai avantage là-dessus derrière, c'est de ne plus avoir sa carte et de directement être reconnu par sa voiture. Et là, c'est vrai que ça fait une expérience sans couture, fiable et avec la sécurité du paiement qui est intéressante. Donc là, on aborde le sujet finalement de l'interopérabilité. Mourad Tigercha, je pense que vous êtes d'accord avec ça. Il est vrai, là, quand on fait le tour de table et ce qu'on a vu ce matin, je pense que le sujet de l'interopérabilité arrive surtout parce que le véhicule électrique est une innovation de rupture. On a changé à la fois la technologie de traction dans le véhicule, on a changé le carburant, on a changé la manière de faire arriver le carburant dans le véhicule, on a impacté le parcours utilisateur, on a impacté et inventé une nouvelle chaîne de valeur. Donc là, en fait, ce mouvement qui est finalement très rapide, on a commencé en 2010, 13 ans plus tard, on impose quelque part tout un tas de nouvelles choses. Donc là, ça appelle effectivement à réfléchir à l'interopérabilité. Il y a aujourd'hui, sur ce que je vais appeler l'innovation produit, chacun dans son secteur travaille et innove de manière incrémentale et améliore son produit. Il y a de l'interopérabilité qui est très silotée et progressivement, on a vu émerger un écosystème de recharge avec le CPO, le MSP que tout le monde connaît. Il est venu parce que, on a commencé à parler de l'interopérabilité de la recharge à l'extérieur. Donc, il s'est imposé. Mais là, on est en train d'imaginer le futur avec pas mal d'innovations qui viennent du plug and charge, de smart charging, de la connectivité, de l'interconnectivité, qui vont faire que ce début d'écosystème, il va exploser, il va changer d'image, il va être multiple. Donc, quelque part, il faut commencer à se préoccuper et à préparer l'interopérabilité. Du coup, cette interopérabilité, je dirais que, tout au début, on avait commencé à parler de l'interopérabilité de moyens d'accès, des badges. C'est comme ça, au début, l'interopérabilité de la recharge, on pense aux badges. Et après, on a évolué avec l'évolution des technologies à parler d'interopérabilité des interfaces des systèmes entre les différents véhicules et différentes bornes. Et progressivement, cette interopérabilité s'est améliorée avec la standardisation, avec les tests, avec pas mal de choses, et on voit que ça s'améliore. Mais je pense que progressivement, il faut qu'on monte dans un autre niveau et de commencer à parler d'interopérabilité des services. On va commencer plutôt à penser interopérabilité des services. C'est là où ça va devenir compliqué. Parce que pour parler d'interopérabilité de services, il y aura... Je dirais qu'il y a 4 niveaux d'enjeux à regarder. Il y a le premier, c'est avoir déjà un référentiel de rôle, on va dire rôle modèle, un modèle d'acteur reconnu, pour que chacun sache. On peut avoir plusieurs casquettes en tant qu'acteur économique, mais il faut qu'on sache de quelle casquette on est doté. Et après, il y a tout un champ d'amélioration et d'interopérabilité sur les aspects sémantiques, parce qu'aujourd'hui, on va appeler...
quand on va parler smart charging, chacun comprendra ce qu'il voudra. Il y a un qui va dire le smart charging, c'est le bâtiment, c'est décaler la charge. L'autre, non, maintenant, c'est la réversibilité. Donc, il faut que sur le plan sémantique, il faut qu'on ait une interopérabilité. Et après, il y a le troisième niveau, c'est tout ce qui va être donné. On a parlé d'IA, on a de connectivité. Chaque silo d'activité définit son référentiel de données, sa manière de fonctionner, son jargon. Et je pense que demain, pour viser l'interopérabilité des services, il faut qu'on travaille sur l'interopérabilité des modèles de données. En tout cas, voir globalement, pour rendre un service, quelles sont les données qui sont échangées. Elles vont traverser des écosystèmes techniques ou organisationnels. Donc ce plan d'interopérabilité de données, il est important. Et je finirai par les référentiels. Pour mettre en place cette interopérabilité des services, on aura besoin de référentiels, plutôt de services installés. On ne va pas parler d'interopérabilité d'une borne plug and charge, ça n'aura pas de sens. On va dire, on a déployé un service plug and charge, est-ce qu'il est interopérable? Et pour le client final, c'est ça le juge définitif. C'est est-ce que mon système fonctionne ou pas? C'est parce que la borne ou la voiture ou mon smartphone, il faudra un moment passer à cet aspect. Donc, du coup, cette interopérabilité va s'accompagner à la fois de la standardisation qui n'est pas très très rapide, donc il faut que des acteurs s'organisent, et c'est pour ça qu'on est dans Mobinar. Donc ça passe au début par des plug tests, des jeux tests, face machin et tout. Peut-être on inventera des labels pour dire voilà, on a le label Mobinar, on est sûr qu'on a ce niveau de service. Mais voilà, donc je pense que dans le futur, il va falloir tendre à une interopérabilité de service au-delà de l'interopérabilité technique conçue, qui est plutôt adressée par les ingénieurs. Alors vous avez prononcé le mot de smartisation, vous aussi, Didier Duruy aussi. Qu'est-ce que vous entendez chez Renault Ampère sous le mot smartisation et pourquoi c'est fondamental pour vous? Alors, c'est l'exposé que j'ai donné. Derrière smartisation, en fait, j'entends que tous les objets sont connectés. Tous les objets remontent des données vers des clouds plus ou moins propriétaires. Tous les objets, on dispose de ce qu'on va appeler dans les jargons des jumeaux numériques, donc des capacités de piloter, y compris par des tiers, et des apps. Et qu'en fait, et ça, c'est voiture, borne, pas mal d'équipements de la maison, et on peut aller au-delà. On a parlé de smart grid ce matin. Vous prenez tous les éléments, vous étendez. Donc chacun a développé des silos qui ces domaines-là. Et donc l'étape d'après, c'est effectivement que ces objets smart, mettre en commun ces éléments-là. Ça passe par justement standardiser des services. Que derrière ces services, on puisse détailler ce que ça nécessite comme remontée de données, donc mettre des modèles de données, mais des modèles de données transversaux entre tous ces secteurs, qu'on appelle un chat, je dirais, que l'on soit un énergéticien, un équipementier ou un fabricant automobile, ce qui permet justement d'agréger, de consolider aussi et de faire les effets de massification pour la particularité, hein, quand vous êtes sur une maison, on parle de kilowatts. Quand vous êtes à l'échelle des réseaux, vous parlez de mégawatts. Ça veut dire que pour intervenir sur un réseau, il ne faut pas être tout seul, il faut être 1000. Voilà, ça s'appelle l'agrégation. Et pour agréger, il faut que les données puissent être... si vous mélangez des choux et des carottes, vous n'arrivez pas à faire des mégawatts. Donc il faut que les données soient unifiées. Et tout ça, c'est un travail à faire en commun de smartisation d'objets, d'une smartisation globale, interobjets, pour réussir à tous les challenges de développer des services, de l'expérience utilisateur, de la customisation et tout ce que va apporter cette révolution digitale qu'on a déjà connue sur un grand nombre d'autres services. Alain Roland. En fait, on parle d'Internet des objets. Ça fait des années que ça existe. Et en fait, les grands experts, c'est quand même les opérateurs télécoms. Nous, chez Station E, travaillons avec Nokia, Ericsson. Ericsson, ça a plus de 100 ans aussi. C'est une société qui travaille. Donc, en fait, on voit bien que on ne va pas nous réinventer tous les protocoles de communication qui existent entre des objets. Et donc, il faut profiter. Les constructeurs, d'ailleurs, côtoient sans arrêt les opérateurs. Ils sont déjà embêtés parce qu'on arrête la 2G, la 3G. Il y a plein de véhicules qui ont des cartes 2G, 3G dedans. Donc, il faut passer à la 4G, 5G. Mais en fait, même le Smart City, parce qu'on parle de Smart Charging, mais Smart City, c'est un vaste sujet. Et en fait, on se rend compte qu'il y a des organismes comme l'ETSI, le Wi-Fi 7 qui arrive bientôt. En fait, ça fait des dizaines et des dizaines d'années qu'ils connaissent très bien ce sujet. Et eux-mêmes n'arrivent pas aujourd'hui à mettre quelque chose d'homogène sur les objets. Alors, il y a des passerelles un peu partout, même dans les villes, on doit le voir. Il y a le système qui va gérer les camions poubelles, le système. Donc, en fait, je pense qu'on tirerait beaucoup de bénéfices en fait, à parler avec ces sociétés-là
plutôt que d'essayer de redévelopper quelque chose. Et en fait, c'est plutôt de gérer la partie industrielle, toutes les communications, et derrière, discuter avec Cisco, discuter avec des sociétés en fait, qui font ça depuis des dizaines d'années et qui sont habitués à aller très très vite en fait, dans les protocoles et en tout cas dans les qualifications des protocoles. Donc je pense que là, c'est Mourad Tigercha qui peut-être... on a bien compris que vous nous disiez que les standards sont en train d'arriver. Vous êtes tous mis en commun à plus d'une vingtaine déjà pour faire justement émerger des nouveaux standards et après les porter à l'Europe, ça on a bien compris. Justement, y a-t-il des nouveaux acteurs, dans la foulée de ce que vient de dire Alain Roland, à intégrer dans le groupement Mobena pour le développement de l'électromobilité en France et en Europe? Je pense que naturellement, on a essentiellement parlé d'objets technologiques, enfin, faire charger un véhicule face à une borne sur la base d'une communication, d'un échange, faire opérer cette borne. On va passer d'un niveau, on va dire, d'opération technique à des services. Je reprends mon terme de service. Et quand on va parler de service, on va surtout parler de service énergétique. Comment on va agir autour de l'énergie. Donc je pense que là, du coup, sur Mobena 2, on a surtout un enjeu de faire venir des acteurs du système électrique pour travailler avec eux. Parce qu'on a dit, hein, là, on est en quelques pourcentages en termes de représentation du volume d'énergie nécessaire pour la mobilité. On a un système de distribution qui est bien doté en France, mais si on pense, si on se projette avec le mix énergétique qui va continuer à verdir, avec l'introduction de plus en plus massive de véhicules électriques, on a intérêt à préparer avec les acteurs de l'énergie, on va dire l'équation énergétique de demain. Donc on doit viser plus les opérateurs de systèmes électriques. Guillaume Champvillard. Sur les différents acteurs, moi j'en vois peut-être deux qui ont été pour l'instant un peu mis côté. C'est peut-être les acteurs les géants du numérique, hein, ou les acteurs du numérique au sens large, qui ont un rôle très important dans l'intégration, dans les cartographies par exemple. C'est une jungle exceptionnelle quand vous mettez en place une borne et que vous attendez par miracle qu'elle apparaisse sur un système. Elle apparaît, elle n'est pas très bien placée, elle n'a pas très bon nom, elle est sur un nom d'un autre opérateur, vous ne savez pas pourquoi. Donc c'est une nébuleuse qui n'est pas simple à appréhender et pourtant ils ont un rôle essentiel et ils ont une puissance de frappe qui est exceptionnelle. Et peut-être les usagers, alors on les représente un petit peu, voilà, comme on est un peu tous en contact avec les usagers, on pressent un petit peu ce qu'ils veulent, parfois on est nous-mêmes usagers, mais voilà, nous on les intègre, on est membre bienfaiteur de fédération d'usagers, donc on espère les impliquer un petit peu quand le projet sera assez mûr pour voir avec eux si on a bien pensé, ce qu'on pense tous peut-être très bien, mais on pense peut-être tous mal. Hein. Voilà, on a tous nos idées dans nos bureaux, sur nos ordinateurs, et parfois on discutait en aparté sur le véhicule va intégrer une carte, mais combien de cartes il va intégrer? Est-ce qu'il va utiliser la meilleure carte au meilleur tarif? Est-ce qu'il va vouloir moi j'ai 3 abonnements, mais en fait quand je me branche à cette borne, je veux que ce soit mon abonnement, je sais pas, télécom, parce que je veux que ma facture télécom facture également le véhicule. Est-ce que je dis attention, c'est un déplacement professionnel, donc là c'est ma carte d'un géant pétrolier par exemple. Voilà, il y a quand même cet aspect-là, on pressent doucement quand on discute, mais je pense qu'on n'a pas appréhendé toute la complexité qu'il y a autour de ça. Alors justement, puisque vous avez le micro, j'en profite. Est-ce qu'il ne faudrait pas prévoir un cadre législatif, genre, vous avez l'habitude, vous, des schémas directeurs, ou est-ce que ça serait réducteur? Ah oui, en effet, je l'avais déjà un petit peu abordé, le schéma directeur. C'est un exercice qui est très compliqué, le schéma directeur, pour les entités publiques que nous sommes, parce que au début, on a un peu tous déployé, syndicats, on a été historiquement peut-être les premiers à déployer des réseaux, avec des premiers appels à projets ADEME, qui visait à mailler le territoire. C'était souvent un territoire rural avec 2 mémoires. On n'y a pas participé, une mémoire, c'était une borne toutes les 15 km. Ce n'est pas parce que la borne n'est pas utilisée au final qu'elle n'est pas utile, mais bon, elle est quand même très peu utilisée et niveau rentabilité, c'est quand même pas très simple. On nous oblige en plus à mettre des compteurs MID, ce qui n'est pas très simple à améliorer la rentabilité. Bon, on est arrivé après, donc on n'a pas eu ce souci-là. Quoi qu'il arrive, qu'on a essayé de réfléchir, pas tout seul, mais en intégrant d'autres acteurs privés de la recharge. C'est très compliqué, parce qu'on se projette en mobilité électrique. Quand on se projette dans 1 an, on prend un coup de vieux. Quand on se projette dans 4 ans, peut-être une partie d'entre nous ici n'existeront plus. Il y a 4 ans, faites le retour en arrière à 4 ans. Qui faisait l'électrique ici? Pas grand monde. Alors,
pas Renault, mais pas grand monde faisait de l'électrique ici. Donc quand on a fait cet exercice, qui est un exercice un peu obligatoire, avec un petit avantage, un avantage conséquent auprès du raccordement, on a vu très vite la complexité, nous, opérateurs publics, de se projeter déjà sur le territoire, des choses très simples. Une borne, c'est vraiment un équipement qui est réel, qui existe, qu'on peut toucher, mais savoir qu'on va mettre la borne, telle rue, tel quartier, dans 4 ans, c'est impossible en fait. Parce que la mandature va changer, parce que la rue va être piétonne, parce que le trottoir va être agrandi, parce que non, c'est des places PMR. Déjà, nous, c'est déjà très compliqué. Mais quand on discute avec des opérateurs privés qui ont une visibilité à 6 mois qui n'est pas trop mauvaise, à 1 an qui commence à être flou, et à 2 ans, est-ce que je vais être encore survivre, et qu'on leur dit, à 4 ans, projetez-vous, voilà, on a un schéma directeur qui vaut ce qu'il vaut, qu'on a essayé de faire, qui apprend avec des pincettes, qui heureusement n'est pas un document qui est inscrit dans le marbre, qui est contractuel, mais qui est un exercice qui est un peu acrobatique. Certains syndicats ou certains stages d'opérateurs l'ont fait en 1 an, voire un peu plus, 1 an et demi. Quand vous commencez le travail et que vous arrivez 1 an et demi après au résultat, vos hypothèses de départ sont déjà fausses. On l'a fait, nous, en 4 mois, pour se dire, essayons déjà de ne pas être trop obsolète entre le démarrage et la fin. Mais avec toute l'incertitude qui reste sur nous-mêmes, est-ce qu'on va déployer, est-ce que la ville sera d'accord, est-ce que l'opérateur privé qui nous a dit peut-être que j'installerai des bornes ici, est-ce qu'il va le faire, de quelle puissance? Voilà. Donc on avance pas à pas. Un exemple sur le syndicat, puisque la Seine-et-Marne, c'est un grand département, et bon, nous, on a participé avec assiduité au schéma directeur, parce qu'on est volontaire un peu dans tous les territoires. Et c'est vrai qu'on est arrivé à un résultat dans lequel, avec le syndicat, ils avaient un bureau d'études qui est à côté, ils avaient regardé tout un tas de points. Et nous, on arrivait sur la Seine-et-Marne peut-être à 300 points de charge. Je sais plus, c'est peut-être environ ça. Et on s'est bien rendu compte que nous, on avait un modèle économique qu'ils connaissaient, qui était un petit peu différent. Donc on arrivait à peu près à trouver un équilibre avec d'autres agents économiques. Mais on se rend compte effectivement après que il faut que les collectivités veuillent bien, parce que c'est bien d'avoir un schéma, mais après, il faut qu'elles disent oui, effectivement, je les accepte. Et puis que derrière, il y a des AMI qui se lancent, donc ou des pseudo-appels d'offres. Donc c'est-à-dire ceux qui sont assidus au départ et qui disent qu'ils vont déployer, même s'ils ont une visibilité à 4 ans, parce que nous, la Banque des Territoires au capital, ils nous financent. Mais si après, tout d'un coup, un EPCI dit moi, finalement, je vais faire un AMI, on dit on ne va plus déployer. Alors là, le syndicat nous dit mais vous avez dit que vous déploieriez des bornes. Je dis oui, mais si le PCI ne veut plus. Donc, et ça vient en fait apporter un peu de perturbation. Donc je pense que ça va se calmer assez vite parce que de toute façon, d'ici 2 ans, on va déjà avoir encore beaucoup de bornes qui vont se déployer. Mais c'est vrai que si on n'est pas vigilant là-dessus, on va se... mais je vous donne un exemple. Si je suis le champion du poulet à l'ail, voilà, je monte à des restaurants, puis d'un coup je vais mettre des chargeurs. Si on me dit il faut être dans un schéma directeur, alors que je suis un jeune, je viens de créer mon grand réseau et je veux participer à la transition, je le ferai peut-être pas parce que j'aurai peut-être pas la fameuse réfaction parce que je suis arrivé, 6 mois après. Donc ça, c'est vraiment on y réfléchit beaucoup actuellement pour faire des propositions. On verra sur Mobiliance pour faire des propositions pour au contraire utiliser beaucoup l'expertise des syndicats parce qu'ils connaissent très très bien le terrain. Alors que nous, dans le sud-ouest de la France, le syndicat local, je ne le connais pas. Et à ce moment-là, de travailler avec eux pour savoir ce qu'ils en pensent déjà de ce qu'on fait et être le conseil des mairies pour leur dire oui, ça c'est bien, ça c'est moins bien. Et là, à ce moment-là, je pense qu'on arrangera bien le système. Puisque vous représentez Mobiliance, j'en profite, on n'a pas du tout parlé, c'est quand même connexe, on n'a pas du tout parlé à l'impact sur les métiers de l'automobile actuellement. Quels sont les axes de réflexion chez Mobiliance? Quelles menaces et quelles opportunités, j'allais dire, pour tous les gens qui sont dans l'automobile actuellement? Rapidement, donc Mobiliance, c'est le patronat. Et pour les métiers de l'automobile, il y a 24 filières. Ils en ont créé une récente qui est la commission IRVE, que j'ai l'honneur de présider. Mais surtout parce que ce qui est bien, c'est que chez Mobiliance, c'est un complément de l'AVER qui existe, qui fait très bien aussi son travail. Mais nous, ça représente 550 000 emplois. Et derrière, il y a France Pare-Brise, des Midas, des garagistes, etc., qui, eux, voient la voiture électrique arriver en se disant qu'est-ce qui va m'arriver demain. Donc moi, ce qui est passionnant d'ailleurs dans cette affaire, avec les vice-présidences, il y a Total Energy, il y a Fastned, il y a ils sont tous là. IES va peut-être rentrer bientôt. En fait, ce qu'on est en train de faire, c'est de regarder en quoi, dans la chaîne de valeur de l'énergéticien, du fabricant de chargeurs, le CPO, l'IMSP et tout ce beau monde, en quoi ça impacte chaque métier. Donc là, on s'est donné jusqu'à fin février pour les interroger, les loueurs de voitures,
Il y en a plein. Eux, ils se disent, ben voilà, moi, la voiture électrique, quand ça arrive, enfin, tout ce système, voilà les menaces, les opportunités. Et donc de résumer ça et ensuite d'aller à la rencontre des ministères, voir Claude Renard aussi ici présent, pour lui faire des propositions aussi, pour essayer de voir comment de manière intelligente on va pouvoir faire prospérer quand même ces sociétés au travers soit de réglementation ou soit d'un peu d'aide. C'est le cas des stations-service. Donc c'est ce qu'on fait comme travail. Et on a 2 sujets. Plug and Charge, c'est un sujet très important chez Mobiliance parce qu'il arrive. Si on impose le TPE, pour nous, on pense qu'il faut imposer le Plug and Charge. Et 2, cette histoire de déploiement national dans lequel il y a peut-être à regarder un petit peu ce qui se passe au niveau des AMI. Donc on vous reposera la question au mois de mars quand le rapport sera rendu, on a bien compris. 800 pages, ouais. Oui, 800 pages, ok. Donc les questions. Mourad Tigercha, peut-être en conclusion, j'allais dire, portez-vous la parole à l'Europe pour essayer de définir un standard commun, une norme finalement, pour faciliter notre usage à nous, le civil, le citoyen, en comparaison aux véhicules thermiques. Parce que finalement, avec le véhicule thermique, boum, en 10 minutes, on ne se pose pas de questions, en 10 minutes c'est fait et on repart. Il est vrai qu'on a parlé tout à l'heure beaucoup, enfin même pendant toute la journée, de l'interopérabilité. Il faut ajouter pour un déploiement massif industriel, en plus de l'interopérabilité qui passe souvent par je teste, mais face à combien d'équipements, il faut ajouter le volet standardisation et le volet réglementation. Mobila, on se définit comme un groupement d'industriels d'intérêt français pour commencer à déployer de manière organisée en France. Mais les problématiques que je viens de citer, interop, standardisation, réglementation, elles se posent au minimum à l'échelle de l'Europe. Donc globalement, nous, comment on aborde la question, on essaie d'être présent à la standardisation internationale, la normalisation, notamment auprès les eaux et les EC. On va être aussi présent auprès des organismes de standardisation de droit privé, comme effectivement OCA pour l'OCPP et EV Roaming Foundation pour l'OCPI. En fait, ils arrivent à imposer des standards de facto. Donc on prend ce qu'il y a, du coup, il faut y être pour voir comment se développent les choses et surtout pour essayer d'œuvrer à les ramener à une standardisation internationale, cette fois-ci, une normalisation. Et après, pour les aspects réglementaires, on est présent à la DG Move. On a dit totalement, on a rendu compte ce matin des résultats qu'on a obtenus sur la partie PKI, mais c'est que le début, parce que là, en fait, il y a la suite autour des data, autour de la suite des standardisations. Donc ça va continuer. On va continuer à porter la parole qui sortent de nos partenaires industriels pour peser auprès de la DG Move. Donc la partie, on va dire, expertise, et après derrière, ça se transforme au niveau de Parlement en règlement. Donc là, on intervient un tout petit peu en amont pour compléter ce que va faire l'AVER, on commence à échanger avec TIC Smart Grid, avec la PFA, qui ont eux, on va dire, une raison d'être un peu plus de peser sur la réglementation. Il y a une notion de complémentarité. Merci beaucoup d'avoir abordé le sujet du futur de la recharge. Est-ce qu'il y a une autre conclusion éventuellement, Mathieu Aveline? Peut-être pas une conclusion, mais en fait, je pense que la transformation des usages, pour moi, elle est importante et nous, on la suit de façon très précise, quoi. Donc, et notamment, quand je disais la recharge au bureau, je prends un exemple parce que c'est un bon exemple et ça nous arrive, c'est... on met en place juste, en fait, quand on a chargé sa voiture, on déplace sa voiture et comme ça, on laisse la borne libre. Ça, c'est une transformation d'usage qui peut transformer radicalement le nombre de bornes qu'on installera dans les bureaux. Un geste civique, j'allais dire. Je ne sais pas si c'est civil ou pas, mais on n'a pas l'habitude de le faire aujourd'hui, parce qu'on n'a pas le cas. Mais c'est un exemple pour dire à quel point la transformation des usages peut être importante dans la façon derrière dont sont analysés, conçus, etc., les déploiements des infrastructures, etc., partout. C'est un peu le même sujet sur les voitures avec la quantité de kilowattheures qu'on met dans les voitures. Et ces usages-là, ils vont se transformer, et c'est l'usager qui a ce pouvoir-là, dans sa masse, mais de transformer ces usages-là. Et je pense que c'est autant important que tout ce qu'on fait sur toute la partie réglementation, innovation, etc.
Merci beaucoup à tous. Merci d'avoir participé à cette table ronde. Bonne journée à tous et à la prochaine fois.